Merci. En préambule, 3 choses. Je vais dépasser un tout petit peu, 35-40 minutes max, parce que je vais beaucoup citer Cynthia Kraus qui n'est pas là, mais j'ai rajouté des diapos au dernier moment parce que ça me semblait important. Pourquoi j'utilise bicatégorie homme-femme? Je voulais préciser que j'étais partie du sens commun qui place encore les hommes avant les femmes. Donc voilà, c'était mon point de vue situé. Et puis je voulais donner une définition de la recherche biomédicale pour qu'on ait tous en tête, parce que j'y reviendrai pas. Donc là, dans mon exposé, la recherche biomédicale, elle va inclure ce qu'on appelle la recherche clinique, c'est-à-dire sur les patients et les patientes eux-mêmes, et la recherche dite expérimentale, c'est-à-dire sur les animaux de laboratoire, sur les échantillons biologiques, échantillons de sang, échantillons d'urine, cellules, morceaux de tissu, etc. Donc c'est l'ensemble de ça. Alors juste mon plan, je vais d'abord vous présenter un bref panorama de la recherche actuelle. On va partir de la recherche sur les différences hommes-femmes en biologie santé. On verra ensuite en deux le cadre analytique de ces recherches qui voient le sexe comme une variable biologique, les problèmes posés par cette approche, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et je terminerai vraiment dans une dernière partie sur la bicatégorie homme-femme à l'épreuve des données de la littérature. Alors, la recherche sur les différences hommes-femmes en biologie de santé, en fait, elle est récente, puisque jusqu'aux années 1980-90, la recherche biomédicale se concentrait uniquement sur les hommes, et pas n'importe quels hommes, les hommes blancs. Or, quelques maladies dites typiquement féminines, notamment tout ce qui tournait autour de la médecine de la reproduction chez la femme. Depuis cette époque, il y a un énorme travail d'identification des différences hommes-femmes, travail qui est encore en cours. Donc ces différences, celles qui intéressent les chercheurs, là, c'est celles qui ont potentiellement un impact sur la santé, et on cherche ces différences dans beaucoup de domaines, aussi bien dans les affections et leurs maladies, dans leur présentation clinique, c'est-à-dire les symptômes qui sont présentés par les gens, dans leur présentation radiologique, biologique, etc., les processus biologiques qui sont à l'œuvre dans ces maladies et dans les réponses au traitement. Et le but affiché de cette recherche, c'est d'aboutir, s'il le faut, à des directives différentes ou différenciées de prise en charge médicale pour les hommes et pour les femmes. Alors je prendrai un seul exemple de cette recherche, c'est une étude que j'ai moi-même menée récemment, puisque je suis pneumologue, avec Adrien Tissot et d'autres, et qui est encore soumise pour publication. Donc vous avez la primeur. Donc nous avons travaillé sur une cohorte nationale de 1710 patients et patientes, à peu près moitié hommes, moitié femmes, en attente de greffe pulmonaire. Et nous avons fait le constat que les femmes ont été moins transplantées dans cette cohorte que les hommes, et s'est retrouvé dans d'autres cohortes, dans des chiffres qui sont quand même importants. 92% des femmes, c'est une étude sur 10 ans, ont été transplantées versus 96% des hommes. Et les femmes, en moyenne, attendent plus longtemps la transplantation que les hommes, avec un différentiel qui est de l'ordre de 6 semaines. Et 6 semaines, sur le plan médical, c'est un temps important, parce que pendant ces 6 semaines, il peut se passer beaucoup de choses, et la situation peut s'aggraver. Alors, ces différences hommes-femmes dans le domaine biomédical, on sait maintenant qu'elles concernent un très grand nombre de maladies. Au départ, ça a été surtout développé et montré dans les maladies cardiovasculaires, mais ça touche maintenant tous les domaines de la santé, dont la pneumologie dont j'ai parlé. Il y a des milliers de publications, mais les autorités sanitaires déplorent le fait que c'est encore relativement mal connu des professionnels de santé et du grand public. Quel est le cadre analytique de ces études maintenant? Eh bien, toutes ces études, et la mienne n'échappe pas à la règle, partent du présupposé ou postulat, on pourra discuter de la différence entre ces deux mots, de la catégorie homme-femme, qui n'est pas du tout ni définie ni questionnée. Et dans ces études, y compris la mienne de nouveau, il n'y a même pas de définition de ce qui pourrait être le sexe ou le genre. Quand les auteurs de ces études s'intéressent aux causes potentielles de ces différences, quand elles sont observées, elles sont attribuées a priori à une origine dite sexuelle au sens de génétique, et je vais largement revenir là-dessus.
Il y a beaucoup d'auteurs qui utilisent l'expression dimorphisme sexuel, donc ça m'a un peu étonnée au départ parce que dans le sens commun, le dimorphisme, c'est plutôt des différences d'aspect. Or là, on va parler de dimorphisme sur des critères, par exemple, immunologiques, de comptage de cellules immunitaires, enfin dans tous les domaines. Et finalement, on assiste à une confusion et une interchangeabilité de vocabulaire, notamment entre hommes et femmes et mâles et femelles. Alors que mâle et femelle, mâle ça veut dire qu'il produit des gamètes de petite taille et femelle ça veut dire qu'il produit des gamètes de grande taille. C'est pas grand chose à voir avec homme et femme. Et interchangeabilité aussi des termes sexe et genre utilisés tout le temps dans tous les sens. Et finalement, on voit qu'il y a une place prépondérante dans ces études donnée au sexe. Alors je vous montre un premier exemple de cette place prépondérante. C'est un numéro récent, puisque ça date de 2022, entier d'une revue de recherche dans les maladies cardiovasculaires qui est consacrée entièrement donc à la santé cardiovasculaire chez les femmes. Alors, il y a 14 articles, enfin 13 articles et un édito. Et en fait, dans 6 titres, il y a le mot « sex differences » ou bien il y a « sexe spécifique ». Il y en a un dans lequel il y a sexual dimorphisme, un où il est question de female patients, et deux dans lesquels il est question de sexe et genre, donc celui-ci et celui-là. Donc vous voyez, vraiment très important les mots sex differences. Et c'est pareil à l'intérieur des articles, donc là c'est de nouveau un article de revue dans une autre revue de cardiologie, donc qui s'intéresse aux considérations spécifiques de sexe pour la cardiopathie ischémique, c'est-à-dire en gros l'infarctus. Donc vous voyez l'illustration centrale de cette revue, donc sur les différences liées au sexe dans cette maladie, et vous voyez que ces différences liées au sexe, on va les retrouver aussi bien dans l'épidémiologie de la maladie que sa présentation clinique, le diagnostic, la prise en charge et aussi l'avenir de cette maladie, puisque la préconisation des auteurs, c'est d'écrire des directives de prise en charge qui soient sexuées, donc qui soient différentes pour les hommes et pour les femmes. Alors, quand je parle de sexe, d'où vient ce sexe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vais reprendre ce qui a été brièvement présenté à la fois par Corinne et puis évoqué par Anaïs. Donc, dans le domaine biomédical, la catégorisation homme-femme, elle est basée sur une vision du sexe comme reposant sur différents niveaux, donc, qui sont détaillés ici. Donc, le sexe génétique ou chromosomique, c'est-à-dire XX ou XY, le sexe gonadique, donc la présence d'ovaires ou de testicules, gamétique, ovules ou spermatozoïdes, le sexe phénotypique interne, utérus versus canaux déférents, le sexe phénotypique externe ou encore les organes génitaux externes ou sexe périnéal, et le sexe hormonal, dont vous en a parlé Anaïs, donc la testostérone chez les hommes, les oestrogènes chez les femmes. Alors, la grande vertu de cette classification par niveau de sexe, c'est que il y a une vertu prédictrice dans la mesure où, c'était signalé en particulier par Anaïs, chaque niveau permet de prédire, en théorie au moins, tous les autres niveaux. Et dans la vie courante, c'est le sexe phénotypique externe, c'est-à-dire les organes génitaux externes, qui servent à déterminer tous les autres niveaux et, in fine, à déterminer le sexe d'un individu. Alors, comme la biologie, elle commence pas en fait par l'examen du périnée, elle se propose de substituer une autre logique déductive en fait à cette déduction, qui est de partir du sexe génétique. Donc c'est le sexe génétique qui est important en biologie. Et pourquoi finalement c'est celui-là? On peut faire l'hypothèse que c'est parce que c'est celui qui est construit en premier sur un plan chronologique. Dès la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde, donc il y a la constitution du sexe génétique. Ceci entraîne toute une cascade d'événements qui vont conduire à l'individu adulte, et donc ça fait jouer à ce sexe génétique un rôle central dans la construction de l'individu. Alors voilà des exemples représentatifs de définition du sexe, tels qu'on peut les trouver dans la littérature. Donc un premier exemple donc, qui est de nouveau dans une revue de cardiologie.
j'arrive pas à retrouver ma flèche. Là, voilà. Donc le sexe est une variable biologique, on va revenir beaucoup là-dessus, qui est déterminée génétiquement. Une deuxième définition qui est importante parce qu'elle est sur le site du NIH, c'est-à-dire l'équivalent de l'INSERM français, donc le plus grand financeur de la recherche publique en Amérique. Et vous voyez que cette définition, elle s'appuie directement sur la bicatégorisation, puisque elle dit le sexe se réfère aux différences biologiques entre les femelles et les mâles, incluant les chromosomes, les organes sexuels et les profils hormonaux endogènes. Alors, la biologie, le développement de la biologie s'accompagne du développement de nouveaux outils d'exploration moléculaire. On a maintenant des outils qui nous permettent de regarder l'expression génique avec le transcriptome, les protéines, protéomes, le métabolome, etc. Et donc, tous ces outils ont été et sont utilisés pour créer des nouveaux niveaux de définition du sexe. Donc on parle de sexe génique, sexe protéomique, etc. Et la particularité, c'est que ces niveaux sont toujours définis à l'aune du dimorphisme chromosomique de départ, donc XX ou XY, et ce dimorphisme n'est jamais remis en cause, et donc ça vient quelque part le renforcer. Alors pour citer Cynthia Krauss, on peut dire en résumé, ce qu'elle a écrit déjà en 2000, mais qui, à mon avis, reste tout à fait d'actualité, dans le réalisme naïf du sens commun biomédical en particulier, et le secteur biomédical n'échappe pas du tout au sens commun, la bicatégorisation par sexe n'est donc pas considérée comme un classement conventionnel et arbitraire. Elle paraît naturelle en tant qu'elle bénéficie du statut d'évidence non questionnée, mais également parce qu'elle est supposée être inscrite dans le biologique. Alors il y a une deuxième idée qui me semble extrêmement importante, c'est le deuxième paragraphe, l'idée d'un sexe tout nu prédiscursif qui pourrait échapper au marquage social est problématique, dans la mesure où elle présuppose l'existence d'une limite biologique résistant à la construction sociale. C'est ce résidu biologique qui persiste en tant que référent matériel du terme sexe, et je reviendrai à la fin de ma présentation sur ce sexe nu, qu'on continue à essayer d'identifier et d'étudier. Alors, quelle est la place du genre dans ce panorama ? Eh bien, le genre est vu un peu en miroir, en fait, du sexe, dans la mesure où il est considéré également comme un facteur causal unidimensionnel et indépendant des autres facteurs, indépendant aussi des facteurs socio-économiques, etc. Le corps est donc considéré comme un système fini qui va être affecté en termes additifs par nos pratiques sociales genrées. Donc le genre vient se surajouter au sexe en utilisant la même bicatégorie homme-femme. Et en pratique, il va être considéré soit comme périphérique ou secondaire, soit quand il est étudié en tant que tel, il va au contraire écraser tous les autres facteurs, et en particulier les facteurs raciaux et économiques. Et je citerai qu'un exemple pour la pneumologue que je suis, qui est l'exemple du tabagisme, où on considère, sans l'avoir vraiment vérifié, que le tabagisme est universellement plus fréquent chez l'homme que chez la femme, quelle que soit la situation socio-économique de discrimination, etc. Et pour reprendre une fois de plus un propos de Cynthia Krauss, donc le genre est finalement compris comme la construction sociale du sexe. Et j'ai bien rigolé quand j'ai trouvé dans ses écrits donc, cette figure qu'elle appelle la caricature du système sexe-genre des années 70, parce que c'était il y a 50 ans, mais à mon avis c'est toujours d'actualité, donc la caricature est toujours là, où on a donc le sexe complètement séparé pardon, excusez-moi, je vais y arriver, je perds ma flèche, voilà. Donc on a le sexe bien séparé du genre, donc le sexe c'est le sexe biologique, c'est celui qui fait la différence entre les mâles et les femelles, il est d'origine naturelle, alors que le genre ça va être le sexe social qui fait la différence entre les hommes et les femmes et qui est d'origine culturelle, et le sexe est immuable, alors que le genre peut varier en fonction du temps et de l'espace. Alors, en résumé, donc le sexe est vu comme une variable biologique, et en ce sens, il est une variable comme une autre, ou une variable parmi d'autres.
Et dans les recommandations qui sont données aux chercheurs, donc là c'est de nouveau un article récent, hein, on voit que la recommandation numéro 1, c'est de comprendre le sexe comme une variable biologique avec, entre parenthèses, le genre comme une construction socio-culturelle. En quoi ça consiste? Eh bien, on va comparer, séparer les hommes et les femmes et les comparer les résultats chez les hommes et chez les femmes. Et s'il y a des différences, eh bien, ces différences, on part de l'a priori qu'elles reflètent des différences biologiques innées, fixes et immuables. Et le genre, c'est-à-dire les pratiques sociales en fonction de la génitalité, ou d'autres facteurs, notamment les facteurs mis en évidence par les études intersectionnelles, eh bien, ils vont être considérés comme périphériques ou secondaires. On a donc bien une essentialisation binaire du sexe biologique, et je pense que c'est pas par hasard ici qu'on a des parenthèses dans cette définition, hein, c'est-à-dire le genre reste une parenthèse finalement dans un océan de sexe dit biologique. Alors, qu'est-ce que font les décideurs? J'entends par décideurs à la fois donc ceux qui financent la recherche en santé, donc les agences de financement, mais aussi les autorités sanitaires et les comités éditoriaux des journaux scientifiques auxquels on soumet nos papiers, hein, et qui les acceptent ou ne les acceptent pas. Eh bien, toutes ces entités ont publié des directives depuis une dizaine d'années demandant la prise en compte du sexe comme une variable biologique, et on trouve ça aussi bien aux États-Unis qu'au Canada ou en Europe ou dans les agences françaises. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, on explique aux chercheurs que sa conception expérimentale à des fins biomédicales, elle doit partir du critère de séparation des données hommes et femmes pour rechercher des différences biologiques entre les hommes et les femmes qui sont considérés comme de type essentiel. Alors le genre, il est assez systématiquement mentionné, mais en pratique, on s'aperçoit que seule la prise en compte du sexe est vraiment imposée. Il y a donc une pression financière forte pour étudier de façon systématique le sexe comme une variable biologique. Alors, c'est ma troisième partie. Quels sont les problèmes qui sont posés par le sexe vu comme une variable biologique? Il y a d'abord une série de problèmes méthodologiques. Premièrement, on peut faire le constat qu'il n'y a que des études à la recherche de différences et il n'y a aucune étude à la recherche de similarité ou de similitude. On a coutume de dire que si la recherche était centrée sur les hommes blancs jusqu'aux années 90, c'était parce que les hommes blancs étaient considérés comme la norme. Mais en fait, il y a des chercheuses, en particulier Nancy Krieger et Elizabeth Fee, qui disent que la santé des femmes blanches ou des populations non blanches, racisées, discriminées, etc., elle a été tout simplement ignorée, et au nom d'une logique de différence plutôt qu'une hypothèse de similitude. Et on a beaucoup d'arguments pour penser que c'est vrai. Je vais juste en citer deux, mais on pourra revenir dans la discussion, il y en a plein d'autres. J'ai fait juste une recherche dans PubMed, donc c'est la base de données de référence de la recherche biomédicale qu'on utilise jour et nuit. Donc sur les 20 dernières années, en rentrant tout simplement le mot sex difference dans le titre, et j'ai trouvé plus de 10 000 entrées. Et quand j'ai rentré le mot sex similarities, je n'avais que 17 entrées. Et encore, c'était les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de papiers, sex difference and sex similarities, mais il n'y avait pas vraiment d'études autour de sex similarities. Pourtant, quand on regarde vraiment la littérature, cette hypothèse de similitude, elle est confortée par un certain nombre de travaux tout à fait sérieux. Il y a notamment une méta-analyse, deux méta-analyses, donc vraiment une étude qui essaie de reprendre l'ensemble de la littérature qui a été faite par Jay Hyde il y a presque 20 ans maintenant, sur les différences psychologiques entre les hommes et les femmes, et qui conclut à l'absence vraiment de différences ou des différences dans certains contextes particuliers, mais plutôt une logique de similarité. Le problème, c'est que ce genre de papier, en fait, ne fait jamais l'objet d'une couverture médiatique, contrairement au papier sur la différence. Et j'en ai fait les frais encore ce matin dans une interview dans Ouest France qui met l'exergue sur les différences, alors que j'ai aussi parlé avec la journaliste de similitudes, mais ça n'a pas franchi le mur de... Voilà. Autre exemple, ça c'est un ouvrage qui fait plus de 900 pages, qui est paru en 2008,
qui a colligé 18 000 études sur les différences sexuelles, donc dans tous les domaines, hein, pas seulement santé, mais donc voilà. Et donc ils ont un de leurs derniers chapitres ici qui tente de faire la liste des différences sexuelles universelles les plus certaines. Alors ils ont pris des critères très, très stricts, donc il fallait qu'il y ait 10 études qui montrent des différences entre les hommes et les femmes qui aillent dans le même sens, sans études contradictoires. Et vous voyez que en termes de santé et de maladie, ils trouvent que 4 traits, donc qui sont avec des différences de sexe universelles les plus certaines. Les femmes ont plus de cancer du sein. L'âge auquel les hommes font leur crise cardiaque est plus jeune que l'âge pour les femmes. Les femmes ont plus de lupus, qui est une maladie auto-immune extrêmement rare. Et le dernier que j'aime beaucoup, les femmes ont plus mal à la tête que les hommes. Et peut-être on peut s'interroger sur, elles ont peut-être des raisons d'avoir plus mal à la tête que les hommes. Mais bon, c'est une autre question qui dépasse cet endroit. Autre série de problèmes, et j'aurais pas fini avec cette diapo, donc posée par le sexe comme une variable biologique, c'est que des auteurs ont montré que si on voulait s'attaquer à ces problèmes, il nous fallait en fait une méthodologie statistique adaptée et qui en fait n'est pratiquement jamais utilisée. Et finalement, on peut faire le constat qu'il y a peu d'études statistiques qui soient vraiment satisfaisantes et donc c'est de nouveau probablement une surévaluation des différences entre les hommes et les femmes. Quand des différences sont constatées, elles sont souvent faibles. Je vais vous montrer un exemple de ça. Et finalement, on ne connaît pas vraiment la pertinence de ces différences. Enfin, il y a un grand risque à généraliser ces différences qui, à chaque fois, sont constatées finalement dans un contexte donné. Et en faire des vérités universelles, c'est s'exposer finalement à une généralisation qui s'avérera inadéquate. Et qui sera probablement en particulier inadapté pour des individus qui ne se situeraient pas dans la moyenne globale du groupe. Alors je vous montre une étude donc, qui est parue il y a 2 ans dans la revue prestigieuse Science. Donc c'est le titre de cette étude, hein, l'impact du sexe sur l'expression génique dans les tissus humains. Donc les auteurs sont partis de 44 sources de tissus différents, donc d'une base de données internationale qui s'appelle GTEx, donc qui contient des données d'expression génique sous forme de transcriptome d'un très très grand nombre d'échantillons. Donc vous voyez, ils avaient des échantillons de 838 individus, 2 tiers d'hommes, à peu près 1 tiers de femmes. Donc ils ont comparé, mis les hommes d'un côté, mis les femmes de l'autre, et ils ont comparé les niveaux d'expression des gènes entre les hommes et les femmes, donc par cette technique du transcriptome. Donc là, je vous ai mis les résultats que je n'ai pas traduits pour que vous ayez les mots des auteurs. Donc les effets du sexe sur l'expression des gènes sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver des différences dans tous les organes, but small. Et il y a même c'est-à-dire faible, et il y a un édito qui accompagne ce papier et qui dit ce sont des différences subtiles, subtle, donc vraiment faibles. Pour mes collègues biologistes qui sont dans la salle, le ratio de différence, quand il y avait une différence entre l'expression des gènes donc l'expression chez les hommes et chez les femmes, ce ratio il était de 1,04, c'est-à-dire que dans n'importe quelle autre situation, on aurait considéré qu'il n'y avait pas de différence et que c'était plutôt des similarités, et pour autant, c'est publié avec le mot sex difference. Alors, j'ai discuté de cet article avec un collègue nantais, Pierre-Antoine Gouraud, qui est à la fois biostatisticien et généticien, qui me dit, bah oui, mais peut-être que la somme d'un très grand nombre de tout petits effets, donc là parce qu'on constate des effets qui sont très très faibles, peut-être que cette somme a un effet non négligeable. Oui, mais encore faut-il le montrer, pour l'instant c'est pas montré, et ça va être très difficile à montrer à cause de la deuxième conclusion des auteurs qui est ici, alors là je l'ai traduite. Donc les auteurs ont essayé de reproduire une classification dimorphique en mettant les hommes d'un côté et les femmes de l'autre avec leurs résultats, et en fait ils n'y sont pas arrivés.
Et ils disent, plutôt que d'être strictement dimorphiques, les variations interindividuelles, donc dans les individus entre eux, étaient telles et elles entraînaient un chevauchement des distributions de l'expression génétique entre les sexes, donc qui rendait impossible cette classification dimorphique. Et je vais revenir sur cette histoire de chevauchement. Alors, derniers arguments pour dire que cette vision du sexe comme une variable biologique, eh bien, elle est problématique, c'est que quand on constate une différence, et en particulier une différence biologique entre les hommes et les femmes, rien n'indique que cette différence soit d'origine sexuelle, ni même d'origine biologique. Donc je ne reviens pas, c'était l'objet de la discussion tout à l'heure avec Anaïs, sur la différence entre lien statistique de corrélation et lien de cause à effet. Hein. Ce n'est pas parce que vous voyez deux choses qui bougent en même temps, le taux de testostérone et la performance sportive, que l'un est responsable de l'autre, et d'ailleurs vous ne savez pas si ce n'est pas l'autre qui est responsable de l'un, etc. Le danger aussi de cette approche, c'est qu'elle peut entraîner l'occultation d'autres variables, et en particulier des variables biologiques, telles que l'âge, le poids ou la taille. Et il y a un exemple qui est fréquemment cité dans la littérature, qui est celui du zolpidem, le Stilnox, vous en avez peut-être pris, qui est un traitement contre l'insomnie. Et aux États-Unis, ils avaient constaté qu'il y avait beaucoup plus d'effets indésirables dus à cette drogue chez les femmes que chez les hommes. En fait, on s'est aperçu que ces effets indésirables, ils étaient dus à des surdosages, c'est-à-dire qu'on donnait la même dose aux hommes et aux femmes, mais en fait, les femmes ont un poids corporel qui est en moyenne inférieur au poids corporel masculin. Et si on donne une dose adaptée au poids, eh bien, on n'a plus du tout de différence entre les hommes et les femmes. Autrement dit, les effets secondaires qui étaient constatés, ils n'étaient pas dus à une différence sexuelle entre les hommes et les femmes, ils étaient dus à une différence de poids corporel. Enfin, et ça c'est un chapitre très important, mais malheureusement que je ne vais pas avoir le temps de détailler, il y a de nombreux, quelques plutôt biologistes féministes qui s'échinent, mais sans grand succès pour l'instant, à montrer qu'il y a une intrication du genre, nos pratiques genrées influent sur notre biologie de façon extrêmement importante, et il est impossible de distinguer finalement ce qui reviendrait au genre et ce qui reviendrait au sexe. Vous avez certainement entendu parler de l'exemple de l'ostéoporose, je pourrais en parler à la discussion. Et puis on a déjà un peu évoqué la testostérone. Est-ce que la testostérone, elle est due au renforcement musculaire ou c'est elle qui induit le renforcement musculaire, etc., etc. Alors dernière partie, donc si on revient à la bicatégorisation, et si on repart de cette classification par niveau, en disant, la bicatégorisation, elle est justifiée par le fait que nos niveaux de sexe, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils montrent que ça tient debout. En fait, pas vraiment, parce que aucun niveau unique, que ça soit le sexe génétique, donc ça a été rappelé tout à l'heure, ou le sexe hormonal évidemment, n'est suffisant pour définir le sexe d'un individu. Et si on élargit, on sort même des niveaux sexuels et on parle de n'importe quel trait, aucun trait que l'on pourrait choisir ne permet de définir deux groupes clairement séparés, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et mutuellement exclusifs, c'est-à-dire quand on est une femme, on n'est pas un homme, ou quand on est un homme, on n'est pas une femme. Alors certains auteurs ont proposé d'associer plusieurs niveaux entre eux, c'est ce qu'on appelle le sexe 3G, donc d'associer le sexe génétique avec le sexe gonadique et le sexe des organes génitaux. Quand on fait ça, on a une division presque dimorphe, c'est-à-dire avec un haut degré de cohérence entre les niveaux, mais, et donc c'est un très très gros mais, en majuscule, etc. Donc comme ça a été rappelé par Anaïs, on a, alors moi j'ai un chiffre qui est plus important que le sien, environ 1,7% d'individus intersexes, donc on ne peut pas classer dans cette classification dimorphique en deux catégories. Alors, ces individus intersexes, c'est là-dessus que s'est basée la remise en cause de la bicatégorisation homme-femme dans la recherche biomédicale, mais force est de constater que, en fait, même si ces individus intersexes, maintenant, ils sont bien reconnus,
c'est étudié, c'est même élargi. On parle plus tellement d'intersexualité, on parle plutôt de variation du développement sexuel. Hein. On essaye d'éviter au contraire le terme intersexe. Et du coup, les chiffres augmentent. On n'est peut-être pas à 1,7, mais on est peut-être autour de 3 voire 5%, disent les associations de personnes intersexes. Donc c'est reconnu, mais pour autant, on peut faire le constat que ça n'a pas vraiment remis en cause la bicatégorie homme-femme chez la plupart des gens. Alors on peut essayer de chercher une réponse en essayant de complexifier les choses, c'est-à-dire d'associer le sexe 3G peut-être avec d'autres niveaux, la taille du cerveau, je sais pas, n'importe quel caractère qui vous viendrait à l'esprit, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, ça ne marche pas, parce que finalement, chaque individu est une mosaïque de caractères masculines et féminines, et donc là, je citerai de nouveau Cynthia Kraus, finalement, la bicatégorisation de sexe reste bien problématique. Alors, pourquoi elle est problématique? Et ben, c'est d'abord parce qu'il y a ce fameux chevauchement entre les catégories. Donc, si on avait deux catégories bien distinctes, hein, donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, on devrait s'attendre à avoir ce qu'on appelle une représentation bimodale de la distribution d'un trait. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Par exemple, ici, imaginez que vous avez les taux de testostérone, donc du plus faible, là, proche de 0, au plus élevé. Et en ordonnée, vous avez le nombre d'individus qui a ce taux de testostérone. Donc, pour le taux de testostérone, on s'attend par exemple à ce que ici, ce soit les femmes, avec la majeure partie des femmes qui ont un taux, qui est celui-là. Et puis, ici, les hommes, avec la majeure partie des hommes qui ont un taux supérieur en moyenne au taux donc des femmes. Et en fait, ce que l'on a, c'est des différences de moyenne, c'est-à-dire qu'effectivement, la moyenne de ce groupe ici est inférieure à la moyenne de ce groupe ici, mais on n'a pas de différence dite catégorielle. Tu pourras compléter, Pascal, si tu le veux, hein, c'est-à-dire que sur le plan statistique, on ne définit pas deux catégories qui sont, donc, encore une fois, mutuellement exclusives et étanches. Alors, je vous montre un premier exemple qui est très facile à comprendre, hein, c'est la taille. Donc ici, on a la taille du plus petit au plus grand. Ça, c'est la taille des femmes. Donc voilà. Ici, c'est la taille des hommes. Donc en moyenne, les femmes sont plus petites que les hommes. Hein. Donc la moyenne, il y a une différence. Mais il y a un chevauchement extrêmement important. C'est-à-dire que nous connaissons tous des hommes petits et des femmes grandes. Et donc, vous voyez que ce critère ne peut pas être utilisé du tout pour faire deux catégories. Et c'est le cas de n'importe quel critère biologique, en fait, y compris l'expression génique de mes collègues tout à l'heure. Alors, ce chevauchement, il est plus ou moins important en fonction du trait que l'on regarde. Je vous donne un autre exemple. C'est l'exemple des résultats de scores mathématiques. Donc ça, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis dans les années 90 sur 10 000 collégiens, puis ensuite elles ont été reproduites sur 40 000 collégiens. Donc on a soumis à toute une batterie de tests mathématiques pour établir un score, donc un score d'aptitude à résoudre des problèmes mathématiques. Et donc ces papiers ont dit, force est de constater que les garçons ont des meilleurs résultats, ils sont plus forts que les filles en maths, avec une différence de moyenne de 7%. Donc si maintenant je vous demande de faire une représentation mentale de cette différence, probablement vous allez revenir avec ce schéma-là, donc pour reprendre mon schéma de distribution. Donc si on prend les scores mathématiques de 0 à 800, on va mettre les femmes ici, et puis les hommes qui sont ici. Eh bien, les résultats qui avaient été publiés au départ, ils étaient présentés dans des tableaux, il n'y avait pas du tout ce genre de représentation, et puis ils ont été retraités par d'autres chercheurs, et voilà ce que ça donne en fait. Hein. C'est-à-dire que les femmes sont ici, en pointillé, et les hommes sont là. Donc, certes, il y a des différences de moyenne de 7% entre la moyenne des résultats chez les filles et chez les garçons, mais vous voyez que vous avez un chevauchement qui est extrêmement important et que, une fois de plus, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce critère pour dire à l'avance que vous avez un garçon ou une fille. Alors, à quoi tient ce chevauchement? Le chevauchement, il est dû à une variabilité intra-catégorie qui est extrêmement importante.
Alors, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont dit « Oh, mais de toute façon, on a beaucoup de variabilité parce que c'est lié au genre. Le genre doit induire de la variabilité. Et si on réutilisait les modèles animaux, donc on a ressorti nos souris de laboratoire, quand on utilise des modèles animaux, on n'a pas de genre. Donc ça va être très bien pour déterminer ce qui est vraiment biologique, sexuel, le sexe biologique. Et une fois qu'on aura ça, on pourra retourner chez l'homme, on pourra soustraire le sexe biologique de l'ensemble et ça nous donnera ce qui appartient vraiment au genre. Donc en fait, ce sont des modèles animaux pour étudier le sexe nu. Donc là, je vous montre les résultats d'une méta-analyse, de nouveau, d'un très grand nombre de jeux de données, puisque c'est 293 jeux de données. Et la question qui était posée dans l'article, en fait, c'est de nouveau le problème des hormones, en disant « Ah oui, mais peut-être qu'on va avoir une variabilité chez les femelles, et donc en miroir chez les femmes, beaucoup plus importante que chez les mâles, à cause de la variabilité des taux d'œstrogène pendant le cycle menstruel. » Donc c'est ça qu'ils voulaient étudier. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est que en fait dans cette méta-analyse, donc c'est pas une étude qui a été faite une fois sur des souris, c'est une étude qui étudie l'ensemble des études qui se sont intéressées à ça. Donc c'est une vision complète de la littérature. Donc ce qu'ils ont montré, c'est que la variabilité chez les souris femelles, elle était plutôt moins importante que chez les mâles. Donc l'histoire de la variabilité des hormones, ça tient pas la route. Alors pourquoi elle est plus importante chez les mâles que chez les femelles? Je n'ai pas la réponse. Et surtout, il montre que la variabilité chez les femelles, elle est elle-même variable en fonction des conditions d'hébergement des souris. C'est-à-dire que si on met les souris une par cage versus on les met plusieurs par cage, et ben quand on les met plusieurs par cage, on augmente la variabilité de 37%. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Et pas d'explication pour vous dire pourquoi c'est comme ça, mais on voit quand même que les modèles animaux sont un peu, répondent pas vraiment aux questions. Et dernier point important, vous avez ici donc la variabilité. Vous reconnaissez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la variabilité dans des jeux de transcriptome cette fois humains, et puis la variabilité chez la souris. Et vous voyez ici que la courbe de Gauss est plus élargie chez la souris que chez l'humain, ce qui veut dire qu'en fait, il y avait une variabilité chez la souris qui était plus importante que dans les jeux de données humaines. Donc je pense que ça discrédite quand même l'utilisation des modèles animaux, mais j'ai encore des collègues qui les utilisent pour répondre à ces questions. Donc en résumé, on peut dire que les différences biologiques ne sont pas biologiquement exclusives du tout, et que les différences au sein d'un même sexe pourraient être aussi, sinon plus importantes que celles entre les deux sexes. Donc on a des différences de moyenne et on a un chevauchement important des deux catégories, et c'est ce qui a poussé un certain nombre de chercheuses, notamment Anne Fausto-Sterling, qui est un peu la pionnière, qui est la première à avoir mis en lumière l'intersexualité, donc les individus intersexes, dans un papier célèbre qui date déjà de 1993, qu'elle a appelé les 5 sexes. Donc elle a proposé, ça avait été repris par Cynthia Krause, de parler plutôt de continuum entre l'homme et la femme. La question qui se pose et qui a été posée notamment par Priscilla Touraille dans un entretien avec Anne Fausto-Sterling, la question c'est de savoir, ben oui, mais quand est-ce qu'on dit que c'est bimodal et quand est-ce que commence le continuum? Est-ce qu'on peut quand même accepter de dire que c'est bimodal avec un petit pourcentage de chevauchement? À quelle hauteur on fixe ce chevauchement, etc. Et la réponse d'Anne Fausto-Sterling, elle est sans appel. Elle dit que c'est pas un problème mathématique ou statistique, c'est une décision sociale. C'est à nous de dire, finalement, ce qu'on veut faire. Alors, il faut quand même reconnaître que le travail d'Anne Fausto-Sterling, il est peu noté. Et là, je vais citer Priscille, qui dit le travail épistémologique pionnier de Fausto-Sterling a été diffusé de façon très en marge des revues critiques officielles de la biologie. Il n'a réussi à créer aucun consensus, ni d'ailleurs franchement de controverse, dans la communauté des biologistes, comme ça a été le cas pour la notion de race, et on pourrait faire des parallèles d'ailleurs. Il représente une tentative singulière et isolée. Alors il y a d'autres chercheurs qui ont proposé d'autres choses. Par exemple, il y a la proposition d'utiliser plutôt le mot constellation, donc comme les étoiles, de dire on a des groupements d'individus plus ou moins proches,
plus ou moins important en termes de nombre, mais là aussi, ça n'a pas vraiment franchi le mur du son, en tout cas jusqu'à présent. Alors en conclusion, ce sera ma dernière diapo. Tout ce que j'ai dit n'est pas du tout pour cesser d'inclure des femmes dans les études de recherche biomédicale ou des populations non blanches, racisées, discriminées, etc. Bien au contraire, hein, je pense qu'il faut continuer à le faire, ne serait-ce que pour être au plus près de la réalité du terrain, en fait, et à avoir vraiment des données qui reflètent l'ensemble de la réalité. Je pense que le sexe n'est pas une question simple, c'est une question complexe et qui nécessite de faire de la bonne science. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut contextualiser, c'est la proposition de Sarah Richardson, contextualiser les questions que l'on pose, c'est-à-dire on trouve des différences dans un contexte donné, et voilà, on ne peut pas en faire de généralité. Et certains vont jusqu'à proposer d'éviter le terme sexe biologique parce qu'il est considéré comme trop imprécis. C'est le cas notamment de l'Endocrine Society, qui est une société savante qui regroupe un certain nombre de sociétés savantes d'endocrinologistes, aussi bien américaines qu'européennes, et peut-être de le remplacer par d'autres expressions, par exemple traits liés au sexe, caractéristiques ou caractères liés au sexe. Et je voudrais terminer en m'associant totalement à une proposition de Thierry Hoquet dans son livre de 2016, qui est de faire barrage à toute tentative d'utiliser la biologie pour fonder l'ordre social, et j'ai terminé.